Merci de me recevoir chez vous et bienvenue à cette émission Entretien. Oui, cette émission que reçoit pour vous aujourd'hui le SGAI au ministère de l'Éducation nationale. Il s'appelle Monsieur Mathieu Mukenge. Avec lui, nous allons parler de l'administration. Nous parlerons également des questions qui nous viennent de vous, notamment sur la gestion même du personnel ici au ministère de l'Éducation nationale. Nous parlerons également du sureffectif qui se constate depuis plus d'un temps, un bon moment ici au ministère de l'Éducation nationale. Nous parlerons des réformes, mais aussi du plan quinquennal. Et avec lui, nous allons faire ces petits périples pour vous apporter plus de réponses. Monsieur Mathieu Mukenge, bienvenue. Bienvenue, monsieur le journaliste. Alors, on a cet honneur et le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes le patron de l'administration du ministère de l'Éducation nationale. La première question déjà, comment se porte l'administration aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant toute chose, saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est la bonne année. J'aimerais bien commencer par leur souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Je sais que tous nos administrés, ainsi que toute la population, tous ceux qui sont en train de bénéficier des services de ce ministère, de cette administration, ont intérêt à nous suivre. Je les bénis et je les recommande entre les mains gracieuses de Dieu pour que toute cette année soit une année de plein succès dans tous leurs domaines de vie. Très bien. Votre préoccupation... L'administration aujourd'hui, comment se porte-t-elle? L'administration de notre ministère se porte un peu comme la majorité d'autres administrations, d'autres ministères sectoriels. Nous avons, d'une manière générale, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais ça se trouve aussi face à beaucoup de défis à la fois. Je pense que en tant que Congolais, vous connaissez le parcours de l'administration de l'État à tous les niveaux. Mais à la date d'aujourd'hui, je peux bien vous affirmer avec toute confiance que l'administration est en place. Très bien. Je retiens de vous un mot, l'administration fonctionne. C'est-à-dire, avec ses faiblesses et ses forces, elle fonctionne quand même. Moi, je voudrais qu'on parle de ces faiblesses d'hier d'abord. Quelles sont les faiblesses de cette administration d'hier? Les faiblesses, en fait... comme je le disais tout à l'heure, c'est comme toutes les autres administrations de notre pays, mais particulièrement, singulièrement pour notre administration, je voudrais vous dire que les diagnostics qui ont été faits, d'abord par la fonction publique, ainsi que par nous-mêmes, il y a quelque temps, ont mis en exergue un certain nombre de dysfonctionnements. Particulièrement, il s'est constaté que c'est une administration qui est confronté à des difficultés d'ordre fonctionnel sur le plan de structure d'abord. Notre administration travaille et fonctionne avec deux cadres organiques qui coexistent. Et cela, incontournablement, a engendré ce que j'ai appelé tout à l'heure des dysfonctionnements, parce qu'il y a conflit des compétences. Voulu par qui? Par les différents secrétaires généraux qui se sont succédés ou par les différents ministres? C'est des ordres structurels, bien sûr. Il y a des uns et des autres qui, à un moment donné, ont contribué à nous amener sur cette piste. Nous avons hérité d'une administration dans un état qui démontre ce que je venais de dire, des dysfonctionnements. J'étais en train de les énumérer à la suite des diagnostics qui a été fait et qui nous a suscité, qui nous a poussé aussi à envisager d'autres thérapies. Je vous ai parlé d'abord de grands dysfonctionnements, c'est que deux cadres organiques qui existent. Il y a un cadre organique qui existe depuis plus d'une décennie, un autre cadre organique qui a été mis en place par la fonction publique. Ça a été conçu en 2015 et puis opérationnalisé à partir de 2016. Déjà, avec cet aspect, il est difficile de fonctionner à plein régime. Parce que quand il y a coexistence des cadres organiques, il y a des conflits de compétences, des chevauchements entre les différents services techniques qui sont en place, qui sont appelés à travailler de manière rationnelle. Et vous, en tant que patron de l'administration, vous reposez sur quel cadre? Une sous-question. Vous reposez sur quel cadre organique, vous, en tant que patron de l'administration, pour faire tourner justement l'administration? Avant que j'arrive à cela, avant que j'arrive à ce niveau-là,
J'étais en train de parler de... Parce que vous avez parlé des faiblesses, non? Je n'avais pas encore épuisé. Je parlais des dysfonctionnements, etc. Bien sûr, je vais revenir à ce que vous dites. Avec cette coexistence, il s'est avéré que beaucoup de services travaillent de manière cloisonnée. C'est-à-dire qu'un service X, le responsable du service sait qu'il fait. Il prend son service comme étant son petit royaume. Ce qu'il fait n'est pas connu par celui qui est à côté de lui. Et donc, cela, ça a un impact déjà sur la collaboration sincère. Sans collaboration, on ne peut rien faire. Pourtant, dans la logique technique, le nombre de services, de structures qui constituent une administration viennent d'abord de la mission première qui est confiée à ce ministère. À partir de cette mission première, on ressort ce que nous appelle des objectifs spécifiques et on obtient autant d'objectifs spécifiques mis en place ou ressortis de la mission première. Chaque objectif spécifique prendra le nom d'une direction, de structure. Et on fait encore une déclinaison des services qu'on a appelés direction. On fait une déclinaison pour ressortir leurs propres objectifs spécifiques et on obtient des divisions, ainsi de suite. Cela démontre au départ que, étant donné qu'ils sortent d'une même mission première, il y a un filigrane, il y a complémentarité qui doit s'exprimer au travers de la collaboration. C'est un travail énorme qu'il faut faire à ce niveau-là. C'est parmi les grands dysfonctionnements. Deuxièmement, le grand défi, les grandes difficultés, les faiblesses qu'on a acquis, c'est les effectifs en nombre exponentiel. Il y a eu beaucoup de structures qui ont été créées. Vous savez que trop de structures tuent des structures. Il y a beaucoup d'excroissance. Sans qu'il y ait un besoin. Oui, des excroissances qui ont été créées par les uns et les autres. En fait, je voudrais relever un aspect important. C'est de manière progressive. Ça n'a pas été fait par un seul homme, mais c'est toute une série d'animateurs, de responsables qui se sont succédés à tous les niveaux, tant politiques qu'administratifs. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Il faut opérer une situation, un chemin sans retour, à votre avis? Bon, la situation actuelle est un chemin sans retour. L'homme est fait de nature, l'homme est fait pour relever les défis. Ces situations ne nous font pas peur. Nous avons déjà amorcé un certain nombre d'activités et de stratégies pour pouvoir y remédier. Je voudrais, parce que vous avez évoqué ça tout de suite, face à tout ce que la jeunesse cité qu'une partie, parce que s'il faut aller en détail pour chacune des faiblesses constatées, ça nous prendrait assez de temps. Je voudrais me recentrer d'abord sur tout ce qu'il y a eu comme dysfonctionnement. La thérapie est connue. Il faut passer par la rationalisation des structures et des missions. Ça, c'est clé. Et ça se retrouve même dans notre plan quinquennal. Et donc, il faut que notre système éducatif soit à mesure de recevoir de grandes réformes qui sont voulues par le gouvernement pour permettre d'atteindre la mission première que nous avons qui nous a été confiée dans notre ministère. Parlons-en. Et donc, la rationalisation à tous les niveaux, au niveau central et au niveau provincial. N'oubliez pas que tous les services centraux que nous avons ici au niveau du secrétariat général travaillent en appui aux écoles. Parce que le focus est au niveau des écoles. C'est là que se joue l'avenir de notre pays. C'est là que se joue la formation, ce qui peut permettre que notre pays, face à tout ce qu'il y a comme progression, tout ce qu'il y a comme dynamique mondiale, nous puissions être compétitifs. Et donc, la rationalisation des missions et des services, la rationalisation des bureaux gestionnaires, ainsi que tout ce qui va avec. Quand vous parlez des rationalisations, vous entendez quoi? J'aimerais que nous puissions décrypter un peu le concept. Singulièrement, lorsqu'on parle de rationalisation, rationaliser, c'est réorganiser dans le but d'augmenter l'efficacité des services. Sans toucher aux effectifs. Incontournablement, ça a un impact. Je vous ai parlé des effectifs. Je peux vous donner un exemple, ce n'est pas un secret. Le cadre organique qui a été conçu par la fonction publique, évidemment en collaboration avec les experts du ministère en 2015-2016,
Pour le niveau central, je ne prends que cet exemple. Ce cadre organique prévoyait 930 agents. Pourquoi? Vous me poserez cette question. Je m'empresse d'y répondre d'avance. Pourquoi? C'est parce que le niveau central a toujours joué un rôle normatif. N'oubliez pas que la grande réforme dans notre pays, c'est la décentralisation. La décentralisation voudrait que le niveau central puisse avoir comme focus l'élaboration des normes. Les normes qui vont permettre que sur terrain, dans les ETD, on puisse concrétiser tout ce qui va avec. Et donc, de 930 prévus dans le cadre organique, aujourd'hui nous sommes à plus de 4000 effectifs. C'est 900 fois combien? C'est un problème sérieux qu'il faut résoudre. D'où est venu cet effectif? Je vous ai parlé tout à l'heure des créations de beaucoup d'autres structures qui sont venues étouffer les structures techniques. Et quand on crée des structures et qu'on recrute ce que moi je qualifie de tout venant, on a pris des gens qui n'ont même pas le profil pour occuper un certain nombre de textes. Mais quel sera le coup de baguette magique pour rationaliser parce que je me dis aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le droit acquis au particulier. Vous allez faire comment pour faire ce retour vers le 900, comme prévu par le cadre organique, puisqu'on est déjà dans une violation. Quel sera le bouton sur lequel vous allez appuyer pour que ce retour soit évident? Mais nous actionnons, et nous avons déjà commencé. C'est la réforme qu'il faut déclencher. Et la réforme est un processus. Vous faites quoi? Ça ne se fera pas, s'il vous plaît, ça ne se fera pas comme un bâton magique. Non. On commence par A, B, C, D jusqu'à X, Y à la fin. Quoi? Je vous ai parlé de la rationalisation, des structures, ainsi que des services, etc. et des attributions. Il faut qu'on fasse un nouveau cadre organique. Adapté à la réalité. Bien sûr. Donc, qui va engloutir les effectifs. Un nouveau cadre organique qui va mettre fin à tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement constaté. Quand il y a conflit de compétences, les animateurs de ces structures ne seront jamais en bon terme. Et donc, ils ne sauront jamais collaborer. Donc, il faut commencer par là. Ça, c'est au niveau national. Monsieur Mathieu et Mukende, en plus, je reste sur ma soif, excusez-moi. Je n'ai pas fini. Vous allez prendre la parole, je reste sur ma soif. Parce que vous avez dit comment le faire en même temps qu'on va faire la rationalisation par rapport aux effectifs. Oui, c'est ça la question d'ailleurs. Les effectifs, vous en faites quoi sur le plan technique, les effectifs, écoutez, quand on fait un cadre organique, retenez, il y aura des structures qui seront supprimées. Il y en a qui seront fusionnées. Il y en a qui seront complètement mises de côté. Ça, c'est un fait. Le surplus d'effectifs, il y a des voies et moyens qu'on va faire. D'abord, il y a un élément important qu'il faut retenir. Lorsque vous examinez de près ces effectifs, plus de 50% sont des gens retraitables. Donc, la première option, et nous avons déjà commencé à y travailler, il faut faciliter le départ à la retraite d'un certain nombre d'entre eux. Ce qui reste, par rapport au nombre de postes créés dans le nouveau cadre organique, il va falloir procéder aussi à des reconversions ainsi qu'à des redéploiements. Vous constaterez qu'il y a un afflux d'effectifs beaucoup plus au niveau central pour des raisons évidentes. On peut déployer le surplus d'effectifs dans des provinces parce qu'on a besoin de leur expertise. Évidemment, après avoir examiné les dossiers de chacun d'eux. Ce sont des cas par cas qui pourront être examinés. C'est toute une procédure. Donc c'est pourquoi je disais, ce n'est pas un bâton magique, mais on y va progressivement. Mais on commence par là. On conçoit parce que la logique, la didactique technique voudrait qu'on a un cadre organique, on a défini le profil et on prend l'homme qu'il faut pour occuper ces postes. Mais depuis un certain temps, il y a eu renversement de la situation. On prend les hommes et puis on crée des structures pour les placer. Très bien. Alors, voilà. Monsieur Mathieu, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la coordination de cette administration, principalement celle du ministère de l'Éducation nationale. Il y a des années, on sentait qu'il y avait quand même une sorte d'accalmie au sein de l'administration. Et vous êtes sans ignorer que depuis quelque temps, on sent qu'il y a une sorte de rébellion qui s'observe. La question, qu'est-ce qui justifie cette rébellion? Et est-ce que c'est par la faiblesse des dirigeants? Bon, oui et non. La rébellion vient d'un premier point que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vous ai dit que dans les structures créées
de manière un peu quelconque, on a pris les tout venants. Nous nous retrouvons avec des personnels dans notre administration qui ne connaissent même pas le ABC de l'administration, comment ça fonctionne. Comment ils ont été recrutés, puisque c'est... J'ai dit de manière quelconque. Le secrétaire général ne fait pas son travail, alors si, attention. Il doit toiletter à ce niveau. Même justement, oui. Je vous ai déjà donné une piste tout à l'heure. Vous revenez encore à ce que nous venions de dire. Vous avez voulu connaître la cause des soulèvements et de tout ce qu'il y a comme revendication dans tous les sens, etc. Je vous ai dit d'abord, le premier élément qu'il faut prendre en compte, c'est celui-là. La loi prévoit que pour être recruté, il faut passer par un concours. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Oui, parce que quand on parle de concours, il y a un critérium. On va tester votre niveau, vos compétences, pour s'assurer que nous avons quelqu'un qui a une idée de ce qu'on appelle service étatique. Ça n'a pas été fait pour beaucoup de services. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a eu recrutement de tout venant. Vous pouvez voir quelqu'un qu'on a recruté aujourd'hui directement avec un grade de directeur, chef de division. Ça ne se fait pas. Vous comprenez? C'est une situation que nous avons acquise et beaucoup d'autres actes ont été posés dans ce sens. Beaucoup de gens ont parlé de réforme, mais jamais ça n'a pas été au rendez-vous. Parce qu'il y a un principe mathématique simple. Pour équilibrer une équation, vous retranchez et vous ajoutez. Vous comprenez qu'avez-vous fait en réalité? Voilà, donc la première cause, c'est celle-là. Deuxièmement, l'encadrement a été déficitaire parce qu'il y a un certain nombre de responsables qui avaient complètement créé des divisions dans des structures. Or, lorsqu'on est divisé, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et de trois, il y a un problème réel de prise en charge sur le plan pécunier. La majorité des revendications l'est par rapport à ce que ces gens gagnent comme salaire. Et ça, ce n'est pas une particularité de notre administration. Non. Observez très bien, vous êtes journaliste, vous êtes toujours au parfum de ce qui se passe. C'est dans l'ensemble de l'administration dans notre pays. Beaucoup ignorent les défis auxquels le gouvernement est confronté. Il y a une volonté politique, on réajuste et la majorité a tendance à croire que ce qu'on a donné n'est jamais suffisant. Oui, sur la terre, c'est un peu cela. Il y a plusieurs autres raisons qui font cela. Et donc, ça serait peut-être une erreur de dire que c'est une particularité de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Non. Est-ce que l'on peut considérer cela comme une démission de différents secrétaires généraux qui sont passés à la tête de ces ministères? Je le dis pourquoi, il y a un paragraphe dans chaque arrêté qui intervient sur proposition du secrétaire général. Lorsqu'on vous fait venir quelqu'un au grade de directeur et que vous, secrétaire général, vous notifiez, vous portez la responsabilité. Et donc, déduction, vous êtes à la base de la descente aux enfers de l'administration du ministère de l'Éducation nationale. Vous, secrétaire général. Je viens d'arriver à la tête de l'administration il y a quelques mois. Il y a eu un grand moment qu'on a mis d'abord à profit pour pouvoir faire l'état des lieux. Et quand je vous parle, c'est me servant à la fois de l'état des lieux et de quelques temps que je fais comme directeur. Et il y a eu un acte, pas un acte seulement, mais je vous ai parlé d'un diagnostic au départ. Retenez d'abord que le secrétaire général ne paye pas les agents. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la majorité des revendications le sont par rapport à la motivation, à des problèmes d'ordre salarial. Et à la qualité des gens que l'on recrute. La qualité des agents qu'on recrute plutôt, excusez-moi, je venais de le dire. Et ça, tous ces facteurs corroborent et concourent à ce que vous voyez, que vous venez de décrire tout à l'heure. Il ne faut pas dire que c'est le secrétaire général qui est à la tête. Non, non. Je vous ai parlé au début, j'ai dit, il y a eu beaucoup de problèmes à tous les niveaux, tant dans les chefs des hommes politiques que des hommes administratifs. Vous soulevez ce que vous dites, derrière chaque arrêté, on a écrit, le secrétaire général est chargé de la mise en œuvre. Sur proposition. Voilà, sur proposition, etc. Ce sont des choses qui sont devenues des formules pratiquement stéréotypes dans beaucoup d'actes comprends. Je ne m'attaque pas à qui que ce soit, mais je dis généralement, vous constaterez, ce n'est pas une particularité aussi de l'éducation nationale de la citoyenneté.
Mais il y a des dossiers, des arrêtés qui peuvent être pris. On a écrit cela, et vous suivez de près. Celui dont on a dit que c'est sur proposition, parfois il n'a pas été contacté. Cela s'est avéré dans beaucoup d'actes pris par les hommes politiques. Vous connaissez. Alors, le secrétaire général est pratiquement, il joue le pont entre l'administration et les politiques. Il donne. Il y a des hommes politiques attentifs, des hommes et des femmes qui suivent à la lettre, et d'autres, quand l'autorité a décidé, il a décidé. Depuis que donc, vous êtes... ce n'est pas nécessairement cela qui serait beaucoup plus à la base des revendications de cela. Non. Je vous ai dit, la majorité des revendications sont d'ordre salarial. Très bien. Depuis que vous êtes à la tête de cette administration, vous avez déjà connu une vague d'engagement ou de recrutement. C'est la question qui fait appel à une sous-question, justement. Voilà. Si c'est le cas, quel a été le critère de cet engagement? Comment ont été engagées toutes ces personnes qui sont venues sous votre mandat, si on doit le dire ainsi? Sous mon mandat, on n'a pas encore déclenché des recrutements du genre de tout venant comme vous je l'ai dit tout à l'heure. Et cela d'ailleurs m'amène de plein. Oui, s'il vous plaît, oui. Cela m'amène déjà à évoquer ce que je venais de dire tout à l'heure par rapport à ce qui doit être fait dans notre administration aujourd'hui dans le cadre de la rationalisation, dans le cadre de la mise à l'échelle de notre administration pour faire face à tout ce qu'il y a comme réforme appelée à être exécutée. Je prends le cas des enseignants. Depuis que nous sommes arrivés, déjà en avril, nous avons fait le concours pour le recrutement des enseignants sur base de mérite. Ça signifie sur base d'un concours. Et nous l'avons fait de manière pratiquement moderne, parce que quand on ouvre ces postes, chacun de ceux qui sont concernés, qui sont intéressés, ils déposent leur dossier et ils les déposent par voie en ligne, quoi. Et puis, par rapport à la sous-division où il voudrait aller travailler comme enseignant, il va déposer le physique, le dossier physique. Et ils font le concours. Après concours, ceux qui sont classés en ordre utile sont affectés. Nous avons usé d'une stratégie qui nous permet déjà, parce que nous avons commencé par un test d'une manière, comment dirais-je, expérimentale. Comment nous avons procédé? Nous avons pris d'abord un échantillon de 3 provinces éducationnelles. Ici au niveau des villes de Kinshasa. Et nous avons aussi pris des agents de provinces comme Congo central, Kasaï central. Ça servit de notre champ d'expérimentation comme échantillon. On a testé cette procédure. Et les gens ont souscrit. Ils ont passé leur concours. Et comment nous avons combiné? Nous avons identifié les postes. Parce que je vous ai dit qu'il y a aussi un autre grand défi, un autre grand problème qui se pose, c'est que plus de la moitié de nos effectifs, tant au niveau des enseignants qu'au niveau des administratifs, c'est des cas, des gens retraitables. On a commencé par l'enseignant parce que nous travaillons en appui aux écoles. Donc, tous les enseignants qui étaient âgés de 80 ans et plus jusqu'à 75 ans, on les a mis à la retraite. Le gouvernement a payé leurs indemnités de sortie et cet effectif, une fois sorti du fichier paye, on a intégré le nouveau recruté. Et ça va suivre maintenant avec des formations de mise à niveau. Pour quel objectif? Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut que dans les classes, il y ait des pédagogues au lieu de médecins. À l'hôpital, les médecins. Vous comprenez? Sur le terrain de construction, allez-y voir avec les maçons et les autres. C'est ça la dynamique. Et ça s'est fait. À la date d'aujourd'hui, nous venons de terminer ce que nous avons déployé en province pour la vulgarisation de ce nouveau système pour qu'on lance. On est parti de ces 3 provinces. Maintenant, nous commençons la généralisation. Ce n'est pas la généralisation dans les 60 provinces éducationnelles. Non, nous sommes passés de 3 et nous allons maintenant vers 10, vers 15, etc. Et nous y allons de manière progressive pour voir comment ça va aller. Ça, c'est une façon de mettre et de stopper cette gangrène, de prendre le tout venant. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un besoin de recruter au sein des directions du ministère de l'Éducation nationale? Pour le moment, non. Parce qu'il y a plein d'effectifs. Je vous ai dit par où nous commençons et comment nous allons procéder.
Il y a la compétence. Lorsque vous parlez de plein d'effectifs, ils sont compétents. Nous avons beaucoup de techniciens, des personnes compétentes dans notre administration, mais qui, parfois, d'autres ne sont même pas utilisés à bon escient. Et nous allons le faire, je vous ai parlé tout à l'heure. Une fois qu'on met le cadre organique, nous allons faire ce qui va... on va examiner les dossiers. On doit dire que ce langage de... Comment dire, qui projette la mise en place de ces cadres organiques, on l'a entendu depuis un bon bout de temps, sortir de vous, mais ça n'arrive toujours pas. Cette fois-ci, ça arrive. Monsieur le SGAI. Bon, ce qui a bloqué autrefois, la réforme ne marche jamais sans moyens matériels et financiers. Ce qui avait beaucoup bloqué, il y avait deux facteurs. D'abord, la volonté politique. Ensuite, les moyens matériels. Concevoir et mettre ou fixer un cadre organique, ce n'est pas par bouton magique. Il y a des experts de la fonction publique, des experts techniques du sous-secteur qui se retrouvent, qui travaillent, qui passent au peigne fin. Ils analysent et puis ils font tout ce qui convient maintenant pour fixer un cadre organique. La volonté politique était toujours là, mais il y avait toujours un problème de fond qui s'est posé. Aujourd'hui, les moyens sont disponibilisés déjà. Avec la nouvelle gouvernance, avec la nouvelle approche que nous avons à la tête, on a trouvé les moyens. Ce n'est plus maintenant que question de temps pour que les experts qui ont déjà commencé une première étape, on a déjà travaillé et nous sommes maintenant à une seconde étape. La première étape a déjà ressorti une sorte d'ossature, eu égard à tout ce qui a été décrié comme dysfonctionnement. Maintenant, la seconde étape qui nous reste, et c'est déjà avant la fin de ce mois, où nous allons fixer maintenant le cadre organique, eu égard à ce que les experts avaient déjà identifié. Une fois fixé, on passe maintenant à l'étape de bilan des compétences. Vous comprenez? Par rapport au chacun, parce que vous avez beaucoup posé de questions là-bas. Après l'étape de fixation de cadre organique, avec tout ce qui va avec les manuels de procédures, etc., on fera le bilan des compétences. C'est pour savoir, il y a des gens parfois qui devaient se retrouver à la santé, mais qui sont ici. Et là, ça déclenche aussi une complémentarité, une collaboration avec d'autres sous-secteurs. Dans les services techniques, nous aurons besoin de gens qui répondent à ce profil. OK? Ceux qui n'auront pas et qui sont compétents, non seulement par rapport, qu'ils ne sont peut-être pas compétents dans nos structures au niveau de l'éducation nationale et de la citoyenneté, mais dont on a besoin au niveau de l'agriculture. On peut les permettre. Très bien. Je sens que vous maîtrisez la question. Il y a quand même une question qui me passe à l'esprit, et c'est une observation au fait que beaucoup font lorsqu'ils parlent de vous. On dit vous êtes ce secrétaire général généreux et même un tout petit peu laxiste. On ne sent pas le fouet. On ne sent pas la rigueur dans votre façon de faire. Vous êtes, je vais me permettre de paraphraser, une sorte de passoire. Lorsqu'il faut sanctionner, vous y apportez de l'amour, votre réaction. C'est peut-être les gens qui ne me connaissent pas très bien. Moi, d'abord, j'ai travaillé comme étant directeur chef de service des ressources humaines. Ça fait 8 ans que j'ai travaillé. Il y a beaucoup de cas de ceux qui ont même été révoqués. Des dossiers conçus et suivis du cette administration. Ouais. Des responsables ou beaucoup d'autres. Vous savez, moi j'ai toujours voulu travailler. Je n'aime pas être un chef policier. Gendarme. Vous comprenez? Non, là, ça casse, ça ne passe pas. Il faut être un chef qui, face à quelqu'un qui pose un problème, vous l'approchez. Il faut d'abord le faire réfléchir pour le faire voir le mal qu'il a fait. Et lui, un avertissement. Après un avertissement, quand la personne s'entête, on passe à la norme. Mon rôle, en fait, c'est ça. Hein, comme secrétaire général. Il n'y a pas de laxisme. Au moment où je vous parle, il y a des agents qui sont suspendus. Il y en a qui sont en instance d'être révoqués. On suit la procédure. La procédure est déjà mise en place. Moi, je le fais. Mais je suis ouvert. Je suis ouvert parce que je reçois tout le monde. Tous ceux qui ont des problèmes en rapport avec le respect de la procédure, je suis toujours disposé à le faire. Parce que chez moi, vous verrez, au quotidien, c'est des gens qui viennent avec ce genre de problèmes qu'on trouve. Il y a d'autres situations pour lesquelles il faut raisonner et résoudre tout simplement par un dialogue, un échange. Vous savez, il y a un principe simple. Moi, je suis psychologue de formation. Les personnes ou la personne la plus malheureuse dans le monde, c'est celle que personne n'écoute.
Comprenez? Quand quelqu'un vient, vous détectez qu'elle a besoin d'être, c'est une personne qui a besoin d'être écoutée. Je l'écoute. Quand elle est dans l'erreur, on conseille. Donc, gérer, ça ne signifie pas sanctionner tous les temps. Non. Il y a des cas pour lesquels on a besoin de conseils, d'orientation, de simple encadrement. Mais il y a des cas pour lesquels on a besoin de sanctionner et on le fait. Je peux vous faire des statistiques, je ne sais pas le faire tout de suite, mais si vous passez à mon service, vous verrez tel. On a sanctionné. J'aimerais que vous puissiez nous parler un tout petit peu de la collaboration entre vous et la MINETA, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes un simple exécutant ou vous êtes un collaborateur qui propose et qui est écouté? Contrairement à hier, vous êtes sans ignorer comment ça se faisait. Quand j'ai dit hier, je me projette dans le passé. Aujourd'hui, comment ça se passe, cette collaboration? Il faut reconnaître que Dieu nous a fait grâce. Nous avons à la tête de notre ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté une dame, la MINETA, qui est une personne très ouverte, contrairement à ce que beaucoup pensent. Elle a instauré un système de travail en équipe. Vous comprenez? Face à toutes les situations, on se retrouve, on échange, on décortique tous les aspects. Et puis, on s'engage sur la voie telle. Tout ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour, depuis qu'elle est arrivée, nous l'avons fait de manière en équipe, quoi, s'il faut dire, de manière concertée. Le secrétaire général apporte ce qu'elle a comme expertise, autant l'inspecteur général et beaucoup d'autres responsables. Au travers de moi, il y a toute une équipe des directeurs chefs de service, parmi lesquels il y a beaucoup de gens, des esprits très brillants. Moi, je ne fais rien sans contacter mes collaborateurs. Si c'est une thématique qui touche au partenariat, je sais qu'il y a tel expert qui le fait. Il est associé. Parfois, je les amène même auprès du ministre. C'est pour vous dire que la collaboration est au beau fixe entre la MINETA et l'administration au travers de notre humble personne, et même maintenant davantage. Vous avez suivi dernièrement, il y a eu des rencontres, la MINETA avec toute l'administration. Et nous sommes en train de progresser encore. La MINETA a mis en place son cabinet. Ça a quand même pris du temps, cette rencontre. C'était par stratégie. Rien ne sert à courir, il faut partir à point. Okay. Du temps. Et puis, vous savez, quand quelqu'un arrive avec une équipe d'experts, il y a un temps où on fait un état des lieux pour connaître le terrain. On ne peut pas s'improviser dans un ministère hautement technique comme l'éducation nationale et souveraine, l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, commencer à poser des actes. Non, ça c'est périlleux. Et moi j'ai beaucoup apprécié cette approche de la MINETA. Elle est arrivée, elle a mis suffisamment du temps pour faire un état des lieux. Donc pendant l'état des lieux, on inspecte, on scrute, on examine les coins et les recoins sur le plan comportemental, sur le plan des personnes, sur le plan de fonctionnement des structures et sur le plan même de l'ensemble des relations que nous avons à l'interne et vis-à-vis d'autres sous-secteurs. Et après cette étape, vous l'avez vu commencer à aller progressivement vers les autres. C'est une approche qui est louable. Alors, une approche qui est de la MINETA, et puis vous aussi, vous venez avec une autre approche. Les gens vous reprochent, certains, de centraliser les choses autour de vous et de casser le contact direct entre les directions et le cabinet. Ce qui se faisait hier, quand j'ai dit hier, vous comprenez un peu. Aujourd'hui, M. Mathieu Mukenge est la pièce maîtresse auprès de qui il faut tout déverser, et lui seul peut remonter au niveau de la MINETA. Stratégie pour vous ou une façon de contrôler les choses? Mais je pense que c'est une mauvaise conception ou un mauvais regard que les gens formulent. Et je comprends tout de suite que c'est des gens qui ne sont pas très informés par rapport au fonctionnement des ministères. Je suis à la tête d'une administration, je venais de le dire tantôt. Moi, c'est une personne derrière laquelle il y a toute une multitude d'experts, parmi lesquels vous êtes aussi. Quel est le travail que je dois faire? Je coordonne. Je centralise tout ce qui vient. Et j'apporte de l'autre côté. Au lieu d'y aller en désordre. Je vous ai dit tout à l'heure, je fais participer tout le monde. Ce qui était fait hier était un désordre. Pardon? Ce qui était fait hier était un désordre.
chaque directeur pouvait se retrouver dans le... Ah, mais justement, ça crée un désordre finalement. Pourquoi? Le travail qui est fait par les experts doit passer suivant les canaux administratifs mis en place dans un ministère. Ces canaux-là voudraient que tous les directeurs chefs de service, le travail qu'ils font, ça passe par moi, parce que pour que l'Amineta puisse signer un document qui vient de l'administration, il faut qu'il y ait mon paraphe. Ça atteste que le travail a été fait par les personnes compétentes pour le faire et que ça vaut la peine d'être pris en compte à ce niveau pour valider, pour entériner. Ça, c'est le ABC de l'administration. Ce n'est pas un problème d'individu. Non. Le passé est passé. Chacun vient avec son approche. Je venais de vous dire que la personne qui est à la tête du ministère maintenant est dans une approche de travail en équipe et de la collaboration à tous les niveaux. Et nous le faisons. Parce que s'il n'y a pas cela, on ne peut pas marcher. Une tête d'une personne ne peut pas tout connaître. Un expert, ça n'existe pas. Sinon, on est Dieu. On est Saint-Esprit. Et donc, aujourd'hui, si vous entendez des gens dire cela, ils ne connaissent pas comment fonctionne l'administration des ministères. Même quand, aujourd'hui, je prends un autre exemple, par rapport à ce que vous avez dit. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de concevoir un dossier et puis je mets dans ma poche, je vais voir la première ministre. Mon ministre de tutelle n'est pas au courant. Vous comprenez? Ça ne se fait pas. C'est un dysfonctionnement en ce moment-là. Alors, maintenant, s'il vous plaît, je vous ai dit au début, parmi les faiblesses qui étaient, c'est que chacun travaillait de manière cloisonnée. Et dans la stratégie mise en place, maintenant, nous devons décloisonner ces services pour les ouvrir. Ouvrir comment? Ils doivent connaître qu'ils doivent se compléter. Il y a une collaboration verticale et une collaboration horizontale. Entre eux d'abord, de manière horizontale, ils doivent collaborer parce qu'ils se complètent les uns par rapport aux autres. Et ce qu'ils font va plutôt remonter au niveau du secrétaire général qui assure le lien avec le ministre de tutelle. Madame Raïssa Malou, aujourd'hui, est listée parmi le rare des ministres de l'Éducation nationale qui ont su présenter une charpente d'activités et répartir les priorités par rapport à cela. Je parle ici du plan quinquennal de l'éducation. Beaucoup de ministres qui sont passés à la tête de ce ministère n'ont pas présenté clairement leur stratégie et même leur plan d'action. Est-ce que ce plan quinquennal prévoit des aspects liés au renforcement de l'administration en priorité? Exact. Dans tous les différents compartiments, le travail a été fait dans ce sens. Parce que dans son approche, en fait, aussitôt qu'elle est arrivée, elle a voulu davantage responsabiliser l'administration. Parce que c'est au sein de l'administration qu'on a les experts qui ont la maîtrise du sous-secteur, à tous les niveaux. Ça, c'est un premier élément. Je vous ai parlé de la rationalisation. Ça se trouve dans le plan. Lorsqu'on vous parle, je ne cite que certains aspects là-bas. On vous parle de l'intégration, par exemple, des notions de nouvelle citoyenneté dans le curriculum. Ce n'est pas le ministre qui va le faire. C'est les experts qui sont au niveau de l'administration, à tous les niveaux. S'il faut parler, par exemple, de la formation des enseignants et de nouvelles citoyennetés, l'adaptation des curricula aux besoins des locaux, des besoins locaux et d'ordre mondial. Là, on est dans la direction des programmes scolaires. C'est un service technique du ministère. C'est ça le renforcement de l'administration. Bien sûr, chacun doit devoir jouer son rôle dans son compartiment. Et son rôle a un impact sur l'ensemble du fonctionnement. Vous comprenez? Et quand on vous parle maintenant du développement des centres d'excellence, vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? En réalité, il est prévu de construire un certain nombre de centres de formation pour les enseignants. Beaucoup d'enseignants ont travaillé sans jamais être recyclés. Et cela, ça pose un problème. Un vrai intellectuel se met toujours à jour. Il se remet en question face aux besoins d'ordre international. Vous comprenez? Le produit qui sort de nos établissements scolaires devra être compétitif. Donc, c'est prévu qu'il y ait revisitation de notre programme scolaire. Plus d'une décennie après, on ne peut pas rester figé parce que la vie est dynamique. Très bien. Je vous ai parlé de la rationalisation, je vous ai parlé du recrutement, et je vous ai parlé de l'intégration beaucoup plus de l'éthique. Notre ministre a un besoin criant de faire basculer toute l'administration dans la digitalisation. C'est à la fois moderniser notre administration pour la mettre au diapason.
Avec notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et tout cela s'est fait au niveau de l'administration. Très bien. Et ce sont des éléments de puzzle qui vont contribuer à rendre cette éducation et cette administration beaucoup plus efficace. Très bien. Alors, je m'en voudrais si je vous pose pas cette question sur notamment la collaboration entre le secrétariat général et les différents projets. Beaucoup de partenaires techniques et financiers se plaignent de la politisation de projets qui, au lieu de recevoir la touche du secrétariat général, a plutôt, ou au contraire, une touche politique du cabinet. Cette fois-ci, est-ce que vous avez, dans votre stratégie, prévu revoir cette façon de faire? Et comment pensez-vous vous y prendre? Ceux qui vous disent, s'il vous plaît, ceux qui vous disent ça ne connaissent pas la Mineta. Le constat qu'ils vous ont répété, c'est le constat lié au passé, aux animateurs politiques dont la page a été tournée. La Mineta elle-même a dirigé un projet de grande envergure. Elle sait comment les choses se passaient. Elle ne s'impose pas parce que chaque projet de partenaires, nous en avons beaucoup qui existent. Dans chacun de ces projets, il y a ce que nous appelons des services, comment on appelle, des directions, comment? Vous le savez, non? Stratégiques. Stratégiques ou encore des directions techniques par rapport aux composantes qui constituent ce projet-là. Il y a toujours 1, 2 ou 3, ou voire plus directeurs, chefs de service avec leurs experts qui travaillent directement et au quotidien avec ces projets. C'est ce qu'ils font qui remonte au niveau du secrétaire général et au niveau du cabinet du ministre. C'est le secrétaire général. Moi, je suis en contact. Et nous avons inauguré déjà une série de rencontres avec nos partenaires. Il y a des moments, des jours que nous avons planifiés où tous les partenaires nous retrouvons pour évaluer ce qui a été fait par chacun. Et nous faisons rapport. Et dans toutes ces rencontres, il y a aussi des conseillers, ou que moi j'aime préférer appeler des experts du cabinet qui sont avec nous. Qui des fois vous dans l'approche, pardon, nullement. Jusque-là, depuis que nous avons commencé, parce que nous nous sommes succédés à peine. Je suis aux affaires en avril, et 1 ou 2 mois après, madame nous rejoint et nous progressons ensemble. Loin de moi de faire la campagne des uns et des autres. Mais j'ai fait un constat dans les chefs de beaucoup de ceux qui sont experts au niveau ou autour de madame la Mineta, c'est des personnes qui ont le sens de collaboration. Vous ne trouverez personne qui vous impose. Ils posent des questions, ils veulent connaître, ils apportent leur part et ils discutent, ils changent. Vous le savez, généralement, on dit autant de têtes, autant d'idées. Comprenez? J'ai trouvé des gens qui sont prêts à collaborer. Et madame a déjà fait cette jonction-là. Vous vous rappellerez, il y a eu des rencontres où elle a appelé tout le monde, elle a présenté son cabinet pour dire ils sont là, pour vous apporter leur aide en cas de nécessité. La jonction est déjà faite. Mais je vous ai dit au début, attention, il ne faut pas courir en toute vitesse. On démarre toujours progressivement jusqu'à ce qu'on va atteindre la vitesse de croisière. C'est pourquoi je dis que les choses sont déjà maintenant en place. On amorce. L'année qui commence nous sera beaucoup plus bénéfique si nous allons sur cet élan-là. Plusieurs projets, on entendra voir, le PQP, le PAC, sont des projets qui sont en cours. Espérons que vous aurez le plein pouvoir, comme le dit le texte, et vous serez à même de prendre vos responsabilités sans être dicté par la politique, comme ça a été toutes les autres fois. Alors, on va passer à une question fondamentale. La collaboration, encore une fois de plus, mais cette fois-ci avec les syndicalistes, ou les différents syndicats, ou l'intersyndical en général. Qu'est-ce qui dérange, monsieur le secrétaire général? Pourquoi on a l'impression de constater plutôt une guerre à la place d'une collaboration? Bon, vous pouvez appeler ça guerre, mais moi je ne l'appelle pas guerre. Les syndicalistes, c'est une partie de nos partenaires. C'est constitutionnel. Les syndicats existent comme dans tous les ministères. Nous avons la particularité d'être un ministère qui est un peu plus convoité. Il y a bousculade des syndicats à la porte de notre ministère.
Nous collaborons avec eux. Nous nous regardons dans les yeux. Nous sommes parmi les rares ministères qui organisent des commissions paritaires au moins 2 fois l'an. C'est pour vous dire que la collaboration est au rendez-vous aussi entre nous, gouvernement, et le banc syndical de notre sous-secteur. Les problèmes soulevés par les syndicalistes, nous les examinons à fond avec eux et nous proposons des voies de sortie. Chaque parti s'occupe de sa part. Je vous donne un exemple. Je l'ai dit au début, parmi ce que vous avez vu plusieurs fois comme manifestation, c'est toujours d'ordre pécuniaire. C'est pareil, on parle enseignant, parce que nous avons chez nous, il y a comment on l'appelle, le mot me passe, ça va revenir après. Nous avons l'intersyndical, des syndicats qui sont représentés dans les établissements scolaires sur le terrain. C'est structuré, c'est une plateforme. Il y a des fois où ils amènent un cahier de charges et des fois où c'est sur l'initiative de nous. Quand je parle de nous, nous voyons le banc gouvernemental qui est composé de politiques et de l'administration. L'administration travaille en appui aux politiques, vous le savez. Les questions qui fâchent, c'est des questions de politique salariale. Et ça, c'est une question qui relève de la compétence du ministère de la fonction publique. Et nous, au niveau de notre administration, de notre sous-secteur, les enseignants sont certes payés. Vous savez que depuis l'avènement du président actuel, avec toute son équipe, il s'était inscrit dans la logique de la gratuité avec amélioration. Et il est revenu plusieurs fois. Amélioration des conditions socio-économiques de nos enseignants. Ça aussi, ça s'est fait de manière progressive. Le problème généralement qui se pose, c'est que nos partenaires, parfois, ils veulent que tout soit fait tout de suite. C'est un droit légitime quand ils le font. Mais quand nous nous retrouvons autour d'une table, nous examinons avec eux la faisabilité, c'est ce que nous mettons en place. C'est que nous convenons, quand nous signons un accord ou une feuille de route ou un communiqué final à l'issue de nos assises, le gouvernement s'en acquitte toujours. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, nous l'avons fait. Ils ont revendiqué $500 par enseignant. Or, nous avons calculé avec eux. Et la commission rémunération était gérée, ou la sous-commission rémunération, voulais-je dire, était gérée par nos partenaires, les syndicalistes. Eux-mêmes ont constaté que quand on prend l'effectif des enseignants, on divise ou on multiplie par ce qu'ils demandaient. Cela englobait et consommait l'ensemble du budget national dans tous les secteurs. Et une voie de sortie a été trouvée, laquelle nous sommes tous revenus à des réajustements progressifs. On commence par 50 000. Tout de suite, on l'a fait à la rentrée scolaire, en dépit de ce qui s'est passé. Et puis nous étions dit, la deuxième tranche va intervenir après contrôle, pour s'assurer des effectifs en place. Vous avez évoqué ce problème d'effectifs des enseignants et de tous ceux qui sont dans les bureaux gestionnaires. La commission interministérielle a été mise sur pied, comme c'était convenu avec eux, et la commission est déjà opérationnelle. Les équipes sont descendues sur terrain au moment où je vous parle. Nous y sommes allés de manière un peu expérimentale aussi. Vous avez suivi et j'ai vu à un moment donné, vous avez même reçu sur ce plateau le directeur national d'INACOPE. Il avait fait aussi un travail plus ou moins scientifique. Il a commencé par un échantillon, la ville-province de Kinshasa, avec ce qu'elle a comme province éducationnelle. On a tâté le terrain, on a vu ce qui s'est dégagé. Et maintenant, au moment où je vous parle, les équipes sont en train d'aller sur le terrain. D'autres sont déjà partis. À l'issue de ce travail, ce qu'on aura réuni comme moyen, déjà à l'interne, vont servir à réajuster encore. Aucun pays dans le monde ne peut se réveiller comme ça le matin et dire désormais chaque enseignant touche $1000. Non. Allez questionner, vous verrez. C'est toujours de manière progressive. Et donc, pour me résumer, il y a un dialogue permanent entre l'administration
ou le banc gouvernemental de notre sous-secteur avec nos partenaires. Les conflits, les incompréhensions, ça nous colle à la peau, nous tous. Que prévoit le texte? Vous devez collaborer avec l'intersyndicale ou la délégation syndicale? Il faut comprendre les choses. La délégation syndicale, c'est différent de l'intersyndicale. Justement. L'intersyndicale, c'est une sorte de plateforme qui a mis ensemble tout ce qu'il y a comme syndicat qui se réclame des enseignants debout. La délégation syndicale, elle est composée de gens qui sont passés par les élections ici, depuis 2013. Et ces gens qui avaient gagné des élections avaient aussi dans les écoles certains de leurs membres, etc. Et depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu d'autres élections. C'est déjà au programme. Si vous suivez de près ce qui a été déjà dit plus d'une fois par le VPM de la fonction publique. Ils sont en train de travailler à organiser de nouvelles élections. Justement, entre-temps, votre interface... Maintenant, la loi dit quoi? Et il y a même une note qu'il avait faite à ce sujet. Oui. En attendant qu'il y ait de nouvelles élections, ceux qui avaient gagné les premières demeurent en place. On ne va pas prendre n'importe qui parce ça a pris beaucoup de temps. Non, c'est pour des pesanteurs parfois que beaucoup d'autres n'ont pas su maîtriser. Ils ne comprennent pas. Ça coûte énormément d'organiser à la fois les élections, tant au niveau central qu'au niveau de la base. Et donc, de manière officielle, l'interface du ministère ou de l'autorité du ministère ou de l'administration, c'est la délégation syndicale. Pour tous ceux qui sont administratifs. C'est la délégation syndicale. C'est la délégation syndicale. Alors, comment vous expliquez aujourd'hui la passerelle que vous avez entre l'intersyndicale et vous, notamment dans certaines questions? Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Comment vous expliquez aujourd'hui la passerelle qui existe entre vous et l'intersyndicale, notamment sur certaines questions? Nous voyons certains syndicats qui n'ont pas concouru, qui n'ont pas passé par, comme vous le dites, des épreuves, un concours, mais qui se retrouvent être intéressés par l'administration, notamment le patron de l'administration, pour des questions importantes. Oui. Même au niveau des syndicats qui constituent une sorte de plateforme au niveau de l'intersyndicale, il y en a qui avaient gagné les élections, il y en a qui n'avaient pas gagné les élections. Ça, c'est connu, il y a des PV qui existent, il y a des documents. Justement, pour ceux qui n'ont pas gagné... Mais j'ai voulu vous faire part de la coexistence qu'il y a. Ceux qui s'étaient singulièrement rabattus au niveau des écoles, eux-mêmes des enseignants debout, qui s'étaient organisés dans ces structures-là. Et ceux qui sont au niveau de l'administration. Ça dit de l'administration dans les services, dans différents services administratifs. Vous savez, dans notre administration, on parle toujours d'enseignants debout et enseignants assis. Ceux qui sont dans des bureaux, etc. Il y en a qui avaient gagné des élections, tout en étant des syndicats qui opèrent et dont les membres sont exclusivement des enseignants à la base. Il y a d'autres qui ont gagné des élections, dont les membres sont en majorité aussi au niveau du bureau administratif de notre système. Voilà. Mais tous, quand nous avons commission paritaire, tous sont très bien. Alors, ensemble. Qu'est-ce que vous faites de ces excès de zèle de l'intersyndicale? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'administratif? Qu'est-ce que vous appelez excès de zèle? C'est-à-dire lorsque les textes ne sont pas respectés, lorsqu'ils vont au-delà de ce qui leur revient de droit, notamment lorsqu'ils se permettent d'instrumentaliser les agents, lorsqu'ils se permettent de prendre la place du gestionnaire, notamment dans certaines directions. Nous avons vu, et ça se constate même, selon certaines personnes, les syndicalistes prendre même la place du patron de l'administration, en interrogeant même le responsable de l'administration, en faisant une sorte d'audit administratif ou financier. Nous avons vu des syndicalistes se permettre de faire la loi aux yeux, au vu et au su de patrons de l'administration. Dans ce genre de cas, lorsque vous cauchonnez quand même certaines de ces réalités, ça s'explique par quoi? Retenez, je l'ai dit tout à l'heure quand nous parlions au début de différents dysfonctionnements constatés. Ça n'épargne pas non plus cette catégorie de partenaires. Parmi les syndicalistes que nous avons, qui sont actifs et opérationnels dans les différents syndicats, il y en a aussi qui ne maîtrisent pas le ABC du syndicalisme.
Ça, vous le savez. Et donc, si vous voyez ceux qui se comportent de cette manière-là, comprenez tout de suite que celui-là a besoin encore d'être formé comme syndicaliste. Parce que les syndicalistes, ce pas des gens tête en l'air. Hein. Un syndicaliste, c'est un monsieur réfléchi parce qu'il est en permanence en contact avec le patronat. Il doit être un homme de dialogue, un homme rompu dans ce qu'il fait. Il doit maîtriser. Ces syndicalistes sont avant tout agents de l'État. Il y a un code de conduite d'un agent public de l'État. Nous les ramenons à ce niveau-là. Celui qui va outre, ne vous en faites pas. Il y a déjà eu des cas de syndicalistes qui ont été révoqués. Quand ils passent ici au ministère de l'Éducation nationale, il y en a peut-être que vous ne l'avez pas connu, mais qui vous ont précédé. Hein. Okay. Il y en a qui ont été révoqués. Parce qu'ils ont posé des actes au-delà de ce que la réglementation prévoit. Ceux qui sont en place actuellement, il y a toujours une guerre, un conflit de leadership entre eux. Et il y en a qui maîtrisent effectivement les textes. Nous avons à un moment donné, je crois, au début de l'année 2023, après les assises de commission paritaire à Mbouela, nous avons gardé les syndicalistes pour leur apporter un peu de formation. Et c'est quelque chose qui a été inoculé, que nous allons continuer encore au cours de cette année. Parce que nous avons détecté aussi qu'il y en avait beaucoup qui ne maîtrisaient pas aussi les ABC du fonctionnement et du rôle d'un syndicaliste dans les administrations. Très bien. Alors, Monsieur Mathieu Mukenge, on doit finir cette émission. Il me reste 2 questions pratiquement. La première, avant la fin, je précise, c'est notamment sur les garanties que offre aujourd'hui Mme Raissa Malo à la tête de ce ministère. Vous avez eu à le citer 2 fois tout au cours de ce débat pour ressortir le fait que c'est un nouveau vent. Quelles sont les garanties qu'elle apporte pour la relance du secteur? C'est la première question et on va chiter avec la dernière. Vous savez, il y a un principe qui dit celui qui veut peut. La garantie, la grande et la majeure, c'est cette volonté politique qu'elle a. Elle tend la main à tout le monde et elle collabore avec tout le monde et d'impulser. Elle est disponible. Elle est ouverte et elle est à la fois technique. Elle connaît le ministère, contrairement à ce que les gens pensent. Voilà, ce sont des garanties. C'est une opportunité pour nous au niveau de notre administration. Vous comprenez? Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau. Très bien. Et donc, quand il y a la volonté... Sans être dans le culte de personnalité, justement. Oui, je vous dis ce qui est vrai, c'est ce que j'ai constaté. Sans volonté, on ne peut rien faire. Très bien. Alors, on finit cette émission avec la fameuse question, et c'est une question qui va peut-être vous mettre un peu mal à l'aise. C'est sur le dossier Equity. Ah. Oui. Nous avons beaucoup entendu sur ces dossiers Equity. On vous a vu mouiller le maillot. On vous a vu même à un moment accepter l'humiliation pour ce dossier. Je parlerai même d'une séquestration du secrétaire général. À l'époque, vous étiez encore DRH. On a vu combien votre véhicule a été menacé et même caillassé puisque vous étiez au front par rapport à ces dossiers. Parlez-nous du dossier Equity. Donnez-nous les bonnes versions et les meilleures. Que comprendre du dossier Equity et où en sommes-nous aujourd'hui? Et à qui revient la gloire et la victoire de ce dossier? C'est une question où il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est la dernière d'ailleurs. Retenez d'abord que moi je ne veux pas parler des termes equity comme on le dit. C'est à défaut, ce n'est pas le nom. Il est question d'une prime d'encadrement de la paye octroyée aux agences et cadres des services centraux de notre ministère. C'est une prime qui a vu le jour en 2020, au mois de septembre, à l'issue d'un constat fait par rapport à ce qui existait depuis 2005. Nous n'étions pas aux affaires, nous n'étions même pas dans ce ministère. Il s'était fait un constat fait par les autorités de l'époque. Je venais d'arriver. Comme DRH, on m'a posé la question suivante. C'est une des autorités, j'étais son nom, qui me pose la question, qui me dit « J'ai l'impression que dans notre administration, les gens ne travaillent pas. Et pourtant, nous avons des résultats à atteindre. Nous sommes contraints. Qu'est-ce qu'il faut faire
Parce qu'il faisait un constat, il avait fait un constat que les gens arrivaient à 11h et 12h, ils ont disparu. Chacun partit dans l'informel pour chercher comment nouer les 2 bouts du mois. La question était capitale. C'était difficile pour moi. Mais nous avons eu à échanger en ce temps-là. Nous avons fait le point. Ma réponse était, entre autres, axée sur un des points suivants. La motivation des agents. Pourquoi les gens ne restent pas au bureau? Au-delà des dispositions réglementaires, des disciplines qu'il faut maintenir au sein de l'administration, il y a un facteur clé qui est la motivation. Chacun qui vient travailler attend un salaire. Il n'y avait pas une prime qui motivait, alors que la réglementation prévoit aussi cela. Quelque chose qui se faisait n'avait ni acte générateur, ni un fonds permanent avec un plafond bien connu, et encore moins un barème. C'était un truc que moi j'avais en faisant mon petit état de lieu en ce moment-là. J'avais dit ça n'a rien de prime. C'est l'argent de poche qu'on donne aux agents, parce qu'il y en avait qui pouvaient toucher 6 500 francs, même grade, avec celui qui touche 120 000 francs. Et sans barème, sans respect même de la nomenclature, de la hiérarchie dans l'administration. Tout était parti de là. Il était question de créer. Il a été, le gouvernement et les responsables à l'époque, après examen de la question, on a mis en place, on a créé cette prime d'encadrement. Oui. Equity, les gens l'appellent par défaut, c'est la banque. Oui, c'est la banque payeuse. Oui. On l'a adapté. C'est plus facile à prononcer que toute une longue phrase. La prime a connu des étapes. Elle était d'abord issue d'un fonds qui venait de ce qui était disponibilisé comme enveloppe pour la paye des enseignants debout. Et finalement, avec les autorités en place, on a dit non, ça ne peut pas être de cette manière. Le gouvernement a compris que ce qui est prévu pour les enseignants debout, c'est un fonds à part. Mais ceux qui sont administratifs, quand bien même ce que les enseignants debout pratiquent au niveau des classes est conçu au niveau des bureaux gestionnaires ainsi que de tout ce qu'il y a comme services techniques et administratifs. Il faut motiver ces gens qui conçoivent des programmes, qui forment ces enseignants, vous comprenez, et qui apportent ce qu'on appelle appui conseil à ceux qui sont à la base. Et donc, il fallait quelque chose qui les motive. C'est ainsi qu'on a pu créer cette prime et on a voulu la sortir de ce qui était, si ça pesait déjà lourd par rapport à ce qui devait être payé aux enseignants. Comme une MAD, c'était sorti. C'était payé à MAD. C'est un fonds mis à disposition qui était mis en place. Et ça n'a fait qu'un temps. Et on est passé maintenant de l'étape de la mécanisation. La mécanisation, de manière que ça soit... Parce que quand on parle de fonds, ce qui est payé à MAD, ça ne sort pas chaque mois comme tout ce qui est payé pour des salaires ou d'autres primes qui sont déjà mécanisés. Moi, j'ai toujours appelé cela un VNR, un vol non régulier. On vous paye en paye complémentaire. À une date dont vous ne connaissez pas, pendant que vous ne vous y attendez pas, on vous dit allez à la banque, on a crédité. Vous comprenez? Il fallait résoudre toute cette situation-là. Et ça a été fait après des âpres de discussions et débats. Vous savez que l'argent, c'est les nerfs de tout ce qu'il y a comme guerre. Et on est arrivé à ce que cette prime soit mécanisée. On a commencé à payer. On a commencé à payer, pas directement avec le barème complet, parce que cette enveloppe, le mois, ce n'est pas moins de 7 milliards, 700 millions qu'il faut dégaisser pour payer tout le monde, suivant le barème qui est là-bas. On y est allé par étapes. Vous vous rappellerez qu'au niveau au mois de juillet, le mois d'août, les débats étaient houleux à ce sujet-là. On a disponibilisé un fonds qui nous a permis de mécaniser cette prime. Il était prévu le montant de 666 millions. Et pour cela, vous vous rappellerez... Le fameux chiffre magique. Voilà, 666 millions. Oui. Et comme en payant ces montants,
on ne pouvait pas respecter le barème, on a fait tout simplement, on a divisé par le nombre d'effectifs. Et chacun a eu la même chose, du secrétaire général jusqu'à l'huissier. 170 quelques mille francs. Venu ensuite, quand le gouvernement qui était confronté à des problèmes d'ordre de trésorerie, quand le gouvernement a disponibilisé encore un autre fonds, on a intégré. Il s'est fait qu'au niveau de la chaîne de dépenses, un certain nombre d'erreurs s'est commises à ce niveau-là. On a payé directement la deuxième tranche où on avait octroyé 3 milliards 200 millions. Et les 666 portés disparus aujourd'hui. Portés disparus, je ne sais pas que... Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'une erreur qui s'était créée déjà au niveau de la chaîne de dépenses. Et on a pu enquêter. Ça n'a pas été directement payé. Et maintenant, on doit passer à l'étape que ça soit payé. On avait payé justement une seule tranche de 3 milliards 200 millions de francs congolais qui sont payés directement. Quand la fin du mois arrive, on paye tout le monde la perte. Les démarches sont en voie pour que maintenant on récupère les 666 millions pour que ça vienne s'adjoindre. Au niveau de la chaîne de dépenses, il y a eu cette erreur où il confondait que dans les 3 milliards 200 millions, on avait mis à la fois aussi les 666 millions. Non, c'était deux montants et deux fonds disponibilisés à deux moments différents. Donc, l'erreur s'était faite pas au niveau... Je vous ai dit au début que le secrétaire général ne paye jamais, même pas le directeur chef des ressources humaines. On prépare les documents. Les documents étaient préparés et déposés en bonne et due forme au niveau de la chaîne. Est-ce que les démarches promettent? Les démarches, ça promet. Il faut toujours... Moi, c'est peut-être mon défaut. Je suis toujours positif. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par poindre. Les démarches se sont avérées longues. Et quand les démarches sont longues, les gens faibles, sensibles, se fatiguent. Et ils cèdent facilement à tout ce qu'il y a. Oui, c'est surchauffe. C'est un droit. C'est un droit pour chacun de nous de bénéficier de ce que l'État a disponibilisé pour lui comme moyen de motivation. Le salaire, avec tout ce qui va avec dans une rémunération, comme prime, ça a un caractère vital. Et moi, j'ai toujours compris. C'est pourquoi vous avez dit, je n'ai jamais eu à me soustraire. Je suis avec eux. Quand ils viennent, marchant, chantant, faisant tout ce qu'il faut, je me disponibilise toujours pour échanger avec eux, pour fixer les points sur les i, là où ils ont eu de mauvaises interprétations ou de méchantes langues les ont embarquées dans un sens comme dans un autre. Mais ce sont des gens qui comprennent. Généralement, quand on échange avec eux calmement, ils comprennent. Ce n'est pas de l'argent qu'on a détourné par un monsieur qui est sorti de je ne sais où. Non, non. Là où il y a eu l'erreur, c'est là où ça va être corrigé et chacun va recouvrer ses droits. Est-ce que ça vous arrive de dormir depuis que vous êtes secrétaire général? Est-ce que votre poste de directeur de ressources humaines ne vous manque pas aujourd'hui, au regard de toutes les pressions que vous subissez en tant que SG? Les pressions, je les ai subies depuis que j'étais directeur chef des services des ressources humaines. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la casserole, pour qu'on aboutisse à la paye, la casserole commence. Hein, le fait qu'on allume tout ce qu'il y a comme ingrédients, ça commence par où ça commençait quand j'étais encore directeur chef des services des ressources humaines. Et déjà, à ce moment-là, les pressions venaient. Parce que l'homme a toujours été hâte. Il a hâte à tout avoir. Moi, excusez-moi les termes, toute la génération que nous avons maintenant, moi, je les appelle la génération de tout de suite. Or, c'est même un principe qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Je suis chrétien. Dieu n'a pas tout fait en un jour. Il fit un premier jour, un second, jusqu'au 6e jour et le 7e, il s'est reposé. Beaucoup de nos jeunes, actuellement, c'est les enfants que nous avons eus, ils veulent tout de suite. Ça veut dire qu'ils se foutent des procédures à suivre. Dormir, oui, on arrive à dormir, la charge est énorme. Nous sommes dans un ministère, un des secrétaires généraux qui m'a reçu quand je venais la première fois, il m'avait dit, vous venez de nous rejoindre dans ce qu'on appelle un méga ministère. Nous sommes parmi les rares ministères plutôt, qui sont jusqu'aux confins de notre territoire national. Même dans des petits villages, vous allez trouver ne fût-ce que 2-3 classes sous les rameaux. Et chaque jour, on ne peut pas terminer une journée ou une semaine sans avoir appris l'incident tel qui s'est créé à tel endroit où il faut intervenir. On sait partager le temps, il suffit d'être organisé. Il y a des moments où on se consacre à tout cela,
Mais il faut retenir que le sommeil n'est pas comme celui de tout le monde, où vous allez dormir 8 heures pleines. Non, non. Face à certaines responsabilités, on est obligé parfois d'aller au lit tard et de se réveiller avec des yeux qui chatouillent parce que la charge est énorme. Mais quand on est disposé à rendre service à la nation, on se bat. C'est le prix à payer. On a fini cette émission. Alors un mot à ceux qui vous suivent. Les administratifs, c'est une nouvelle année, 2025. Les parents aussi, les différents partenaires du ministère, le projet également, puisque vous en êtes le patron, je l'ai dit, je souligne encore, et je persiste. Un mot. Le mot, c'est un mot de... Je voudrais en fait commencer par dire ou présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble de tous ceux qui font partie de la famille éducationnelle, comme nous avons coutume à le dire ici chez nous. À l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Nous sommes une grande famille, avec en tête la Mineta, Raïssa Malou, à qui je présente tous mes vœux les meilleurs pour cette année 2025. J'invite que l'Éternel Dieu puisse se souvenir d'elle, lui donner encore davantage tout ce qu'il y a comme énergie mentale, physique et technique, afin de conduire à bon port ce méga ministère. À tous les parents, parce que c'est les parents qui amènent leurs enfants à l'école. L'école, c'est un bien de la communauté. À l'école se joue l'avenir de notre pays. Tout acte, tout fait et geste fait, tant par les parents que par tous les autres acteurs qui interfèrent ou qui travaillent au sein de notre sous-secteur, a un impact sur l'avenir de ces enfants et au-delà de cela, sur l'avenir de notre pays. Et donc, je vous invite tous les uns et les autres d'abord à l'unisson. Nous devons travailler en collaboration, du sommet à la base. Nous sommes à l'heure de l'unisson. Mettons de côté tout ce qui nous divise pour prioriser ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est quoi? C'est l'intérêt supérieur de nos enfants. Et lorsque tout le monde regarde dans la même direction, tout le monde intègre en son sein, dans sa tête, la vision qui a été partagée par le chef de l'État avec l'ensemble du gouvernement, c'est en ce moment-là que chacun apporte là son élément, ses pièces d'œuvre, de puzzle, pour pouvoir construire notre pays de demain. L'avenir du pays, la RDC, un des plus grands pays en Afrique, qui a des dimensions même continentales, l'avenir se passe à l'école. L'argent, oui, ça répond à tout. Le gouvernement se bat au jour le jour pour pouvoir réajuster, pour apporter. Et vous l'avez suivi plus d'une fois. Partout où le chef de l'État est passé, il n'a pas manqué de parler de la gratuité de l'enseignement. Il n'a pas manqué de parler des conditions salariales de nos enseignants et de tous ceux qui collaborent. Nous devons tous mettre la main à la pâte. L'heure n'est pas à des tiraillements. L'heure n'est pas à des combats de positionnement. L'heure n'est pas à des guerres qui ne feront que détruire le système. L'heure est à ce que nous puissions nous serrer la main d'association à tous les niveaux, pour pouvoir atteindre les objectifs. Il y a des réformes qui sont inoculées dans notre sous-système qui nécessitent que tout le monde y s'y mette également. Les réformes, ce sont des changements qu'on apporte pour améliorer, atteindre un certain nombre d'objectifs. Les objectifs-là participent aussi à la satisfaction des besoins exprimés par les uns et les autres par rapport à notre sous-système éducatif. L'année qui commence, Dieu a voulu que vous et nous puissions encore être vivants et que chacun de nous puisse mouiller ses maillots. Comme l'autre fois on disait, ceux qui ont des manches longues, ils vont devoir faire ce qu'on appelle rétrousser les manches. Enfilons nos bottes, allons sur le terrain de travail pour pouvoir construire notre nation. Que Dieu Tout-Puissant vous apporte sagesse et intelligence. Vous prête encore un nouveau souffle de vie et tout ce dont nous avons besoin
pour être utile à notre société. Voilà ce que je voudrais et je vous invite tous. Les enseignants particulièrement, ce sont des artistes. Ce sont eux qui passent jour et nuit. Ce sont des potiers. Les enfants qui arrivent à l'école, ce sont eux qui viennent meubler leur intelligence avec l'instruction. Ces enfants, c'est vos enfants, c'est nos enfants. C'est des enfants congolais. C'est des êtres très précieux. Moindre erreur, tout casse. Mais avec la volonté, nous voulons que tout le monde soit imprégné de cette vision de devoir participer à la construction, à la pérennisation de la nation congolaise au travers de ce que nous sommes en train de former comme enfants. Je vous dis merci d'avance pour tout ce que vous avez eu toujours temps et occasion d'exprimer. Et je vous rassure que tout ce que vous dites, ce que vous faites nous parvient. Et vous êtes aussi convaincus que nous venons toujours vers vous parce qu'il y a toujours des rencontres inlassables qui se font entre nous et vos représentants. Que Dieu vous bénisse. Vive l'année 2025. Soyez bénis. Merci beaucoup. C'est par ces mots que nous allons boucler la boucle. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Entretien. Nous avons reçu pour vous M. Mathieu Mukinga, avec qui nous avons échangé longuement. Vous avez sûrement obtenu les réponses à vos questions. Il est donc le secrétaire général, le SGAI, du ministère de l'Éducation nationale. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et bonne fête de fin d'année à tous.